bonjour et bienvenue. C'est le Culture Mag, le magazine des arts et des spectacles. Nous allons vous donner le meilleur de ce qui se passe ici et là-bas avec une incursion aujourd'hui dans la mode. Est-ce que le vêtement a une religion? La question est posée. 6 designers ont été invités à revisiter des vêtements juifs. Dans ce journal, nous partirons également à Gaza. Un jeune artisan y a développé un atelier de fabrique de oud. Le bois n'est peut-être pas le bois idéal, mais le son, lui, y est. Nous regarderons le portfolio d'un jeune photographe. Il vient de terminer un travail sur les Bédouins. Et puis, nous ferons un focus sur l'une des stars de la musique malienne, Habi Koité. Celui qu'on nomme le Griot Blanc vient de sortir son nouvel album. Voilà pour le sommaire. Merci de votre fidélité à nos programmes. Du gratin à Londres, il y avait du beau monde sur le tapis rouge. Naomi Campbell, Tom Ford, Valentino, le mannequin Poppy Delevingne, la crème de la mode qui avait fait le déplacement pour l'inauguration de l'exposition Glamour italien au Victoria and Albert Museum. Une exposition des plus belles et des plus emblématiques créations de la mode italienne. L'occasion de voir de près du Dolce & Gabbana, du Gucci, du Pucci, du Versace ou du Cavalli et puis de comprendre comment ces marques ont fait claquer le bling dans le monde entier de 1945 à nos jours. On va rester dans la mode, mais dans un registre un peu différent, avec une question. Le vêtement a-t-il une religion? C'est pas sûr. À Jérusalem, le musée d'Israël propose une exposition consacrée à la garde-robe juive. 6 jeunes designers se sont amusés à revisiter certains modèles. Reportage Michal Divon avec David Gombin. Peut-on parler de garde-robe juive? Y a-t-il des vêtements juifs? Selon les règles religieuses, le corps est considéré comme quelque chose de privé, qui devrait être caché des regards. Cependant, à travers l'histoire, les communautés juives se sont distinguées par leur tenue. Et c'est justement ce que propose à Jérusalem l'exposition Dress Code au musée d'Israël. Une revue du vestiaire juif aux 4 coins du monde. Il est très rare de voir des habits du monde entier portés par des juifs. En fait, ces vêtements étaient similaires à ceux de leurs voisins. Un sari hindou, un habit irakien, une tunique ouzbek, une burqa. Ces pièces étaient historiquement toutes portées par des juifs et témoignent de la manière dont les communautés juives ont absorbé les cultures de leur entourage. Leur seul signe distinctif, le talit, le châle de prière. J'ai choisi la burqa, qui est représentative du costume afghan. Lui fait partie des 6 designers israéliens qui ont été invités par le musée à revisiter les pièces de l'exposition. Pour nous, l'histoire de la mode, ce n'est pas quelque chose de vague, c'est quelque chose que nous utilisons tous les jours. Chaque pièce que nous créons, nous en vérifions les origines historiques. Yaniv Percy, Maskit, Medusa, Frau Blau. Voici quelques-uns des créateurs choisis pour ce projet. Les nouvelles pièces, inspirées par les différentes communautés juives du monde, montrent avant tout leur influence historique sur la culture moderne et le design. Reste à savoir si, grâce à cette exposition, on peut parler d'identité juive dans la mode. Oui, je pense que cette collection est une grande source d'inspiration et je pense que de nos jours, lorsque des designers sont en recherche d'inspiration, ils reviennent aux vêtements traditionnels. Et avec cette gamme de tenues, vous trouverez sûrement ce que vous cherchez. Avec ces nouvelles créations présentées après les pièces anciennes, le musée d'Israël a choisi un narratif chronologique. Je ne pense pas qu'il existe une tenue juive ou même que la robe d'origine soit une tenue juive. C'est juste une combinaison d'influences culturelles variées. Il n'y a pas d'obligation à chercher une ligne spécifiquement juive. Voilà, et Aviram Waldman vient de nous rejoindre sur le plateau. C'est pas tellement votre truc, vous, la mode. Aviram, vous êtes un photographe, plutôt un photographe du réel. La réalité, le réel. Oui, mes photos sont plus des photos de terrain. Et beaucoup de projets et de choses extrêmes en fait, d'extrémités dans la réalité.
Nous voulions vous recevoir, Aviram Waldman. Vous êtes journaliste, vous êtes également photographe. Vous travaillez pour un magazine américain, un magazine en ligne, Tower Magazine. Et vous venez de signer un très beau travail dont on voit les images là à l'écran sur les Bédouins. Pourquoi vous avez choisi ce sujet, les Bédouins ? En fait, pour ce magazine, c'est un magazine pour lequel je travaille chaque mois. Chaque mois, je choisis un sujet qui est lié à la société en Israël. Et lorsque je l'ai dit auparavant, les côtés les plus extrêmes, les marges de la société. Il y a un très long débat sur la question des Bédouins comme étant un problème avec lequel on doit se mesurer en Israël. Et moi, j'ai voulu présenter le côté le plus humain de cette réalité-là. Rencontrer les gens, aller à la rencontre des gens et de leur réalité. Aviram Waldman, est-ce que vous êtes un pur Tel Avivien qui vit dans la bulle? Et si oui, qu'est-ce que vous avez découvert en côtoyant ces Bédouins pour ce travail? Dans d'une distance pas vraiment loin de Tel Aviv. Je vis dans un moshav entre Jérusalem et Tel Aviv, mais c'est loin effectivement de la sensation que donne Tel Aviv. Et ce sont ces endroits qui m'intéressent, car dans le monde de l'art, oui, je suis Tel Avivien, les expositions, le monde de l'art, effectivement, mais le tout est de trouver des choses loin de Tel Aviv, d'autres composantes qui ne sont pas liées justement à cette bulle tel-avivienne. Alors justement, je voudrais qu'on voit d'autres travaux que vous avez fait, Aviram. Vous revenez notamment d'un voyage en Égypte, vous avez suivi les palais, et puis vous avez fait aussi, vous avez passé 1 an en Afrique. On va regarder quelques images. Voilà, c'est une envie d'ailleurs, une envie de regard israélien sur l'ailleurs. J'imagine que c'est le travail en Angola, en Afrique. Oui, en Angola, et il y a aussi du travail au Caire. En fait, il y a une raison pratique et une prosaïque, et une autre raison qui est moins prosaïque, moins pratique. Aujourd'hui, Israël est très petit, on peut voir tout à Google. Vous avez fait sur les palais en Égypte, les palais à l'abandon. Donc toujours cette volonté de toucher le réel, c'est ça? C'est un travail dans lequel je me suis occupé des vestiges de l'époque, de la grande époque de Caire, après l'ouverture du canal de Suez. C'était une nouvelle époque, une nouvelle ère pour cette ville, pour le Caire, plus européenne, avec beaucoup d'architectes européens, notamment des Français et des Britanniques qui ont travaillé au Caire. Et il était très intéressant de voir ce qui est resté de cette période-là et les résultats. Qu'est-ce qu'il reste de cette influence européenne sur le Caire? Très beau travail. Merci beaucoup, Aviram Waldman, d'être venu sur le plateau. Je suis très contente d'avoir fait découvrir à nos téléspectateurs ce portfolio de votre travail. Restez 2 secondes. On va passer maintenant à Gaza. On va suivre le travail d'un luthier un peu particulier. Il fabrique des ouds comme il peut, avec les bois qu'il trouve, et le son est plutôt pas mal. Et puis on fera également un focus sur un chanteur malien, mais pour le moment, je vous propose de regarder les highlights, c'est l'agenda des expositions. Pour la 16e année consécutive, le festival de musique Felicia Blumenthal se déroule à Tel Aviv. Un festival qui rassemble une vaste gamme d'artistes et de genres musicaux, de la musique renaissance à la musique tzigane en passant par celle du début du XXe siècle. Et tout cela en l'espace de 6 jours. Au programme également Cendrillon de Prokofiev, un concert pour les petits comme pour les grands. Découvrez ces genres musicaux très divers au musée d'art de Tel Aviv jusqu'au 5 avril. Le cinéma israélien est à la fête à Paris. Pour cette 14e édition, venez découvrir le meilleur des films israéliens de l'année 2013. Au programme Big Bad Wolf, le coup de cœur de Tarantino, Sex Act avec la jeune Sivan Levi et Le Congrès, le dernier film d'Harry Folman. Projeté également des documentaires 1973 Journal de guerre, un thriller haletant contant la guerre du Kippour et une histoire de la vie du philosophe Yeshayahu Lebovitch. Enfin, un hommage touchant au cinéaste Avi Necher. Le cinéma bleu et blanc, c'est à Paris jusqu'au 8 avril.
Rétrospective Mike Keeley au Museum Contemporary Art de Los Angeles. Décédé prématurément en janvier 2012, l'artiste américain a laissé derrière lui une œuvre prolifique et dérangeante, puisant tout à la fois dans la culture savante et la culture populaire. Aujourd'hui, ce sont plus de 250 dessins, tableaux et installations qui sont réunis pour faire découvrir au public le monde si particulier de l'artiste. Une exposition qui a fait son chemin de Paris à New York en passant par Amsterdam. Plongé dans l'univers de Mike Keeley au MoCA jusqu'au 28 juillet. Avis aux fans de James Gandolfini, la bande-annonce de son dernier film vient de sortir. Elle fait déjà le buzz sur la toile. Avant de mourir, en juin dernier, le soprano préféré avait joué dans un film titré The Drops, dont vous pouvez voir les premières images. C'est un film sombre et dur, réalisé par le Belge Michael Roskam. Dans ce dernier rôle, Gandolfini tient un drop bar. C'est un bar où transite l'argent de la pègre. De l'obstination, de la détermination et certainement un peu de folie, voilà ce qui a permis à un amateur passionné de musique de se lancer dans la confection du oud. Si cela se passait n'importe où, eh bien ce serait banal, mais ça se passe à Gaza, luthier envers et contre tout. C'est un sujet signé Avery Rosensby avec Sandy Fortis. Le oud est un instrument essentiel dans tout groupe de musique traditionnelle arabe. À Gaza, en raison du conflit qui oppose le gouvernement du Hamas et Israël et l'Égypte, cet instrument de musique est une denrée rare, un problème majeur pour les musiciens locaux. Atwa Abou Hamad a décidé de prendre les choses en main, malgré son manque total d'expérience en la matière. J'adore le son du oud, alors un jour je me suis dit que je pourrais en faire un. Mon entourage m'a dit que ce serait compliqué, mais j'ai acheté du bois. Et comme j'ai un ami qui possède une menuiserie, les conditions étaient optimales pour y arriver. Atwa Abou Hamad a appris la technique sur Internet et s'est mis au travail. Un travail délicat et très précis que le tout nouveau fabricant de oud a eu du mal à maîtriser. J'ai essayé une fois, deux fois, trois fois, mais ça n'a pas marché. Mais quand on échoue, on apprend de nos erreurs. Et le oud est comme une équation mathématique, précise au millimètre près. Alors à la moindre erreur de millimètre, le oud est bon à jeter. Jusqu'ici, il a fabriqué une vingtaine d'instruments qu'il a vendus pour la petite somme de $400. La qualité de ces ouds n'est toutefois pas parfaite. Atwa Abou Hamad devant faire avec les matières premières à sa disposition. Le bois joue un rôle très important. N'ayant pas le bois adéquat comme le noyer ou le sésame, nous avons dû faire avec ce que nous avons, comme l'érable, l'acajou, le hêtre ou le séquoia. Ça donne un son assez bon, mais ce n'est pas celui que nous voulions. Si nous avions du beau bois importé, on pourrait produire un son incroyable. Même imparfaits, ces instruments font l'affaire pour le moment. Au moins, les Gazaouis n'ont pas besoin de ressources extérieures pour apporter un peu de musique dans leur vie. On va rester en musique avec vous, David Gombin. Merci d'être là. Vous êtes toujours passionné par les musiques du monde et vous voulez nous faire découvrir un artiste qu'on surnomme le griot blanc. Oui, voilà, c'est un artiste exceptionnel. Il s'appelle Habib Koité et il nous vient du Mali. Alors, le Mali, vous savez, ils ont une longue tradition de vocalistes, des grands artistes comme Ali Farka Touré, Boubacar Traoré. Eh bien, Habib Koité, lui, est né au Sénégal, mais d'une famille malienne de griots. Vous savez, les griots, c'est cette caste d'artistes qui sont en fait porteurs des traditions orales. Alors lui, sa mère était chanteuse dans les mariages et son père jouait du ngoni, qui est en fait le luth traditionnel du Mali. Et c'est son oncle qui l'a inscrit à l'INA, l'Institut National des Arts de Bamako. En 1997, il reçoit le prix découverte de RFI. Et aujourd'hui, après 5 albums et des milliers de concerts, eh bien, il sort son 6e album qui s'appelle Soho. Et je vous propose d'en écouter un petit extrait qui s'appelle Drapeau. Drapeau. Voilà. Mande kombe jelle bamlumyo yelado dia beno mande kombe David, est-ce qu'on doit avoir un message politique derrière le titre de cette chanson, Drapeau ? Eh bien, écoutez, Habib Koité, c'est pas forcément un artiste politique, mais en tout cas, il transmet des valeurs humanistes qu'il appelle lui-même le patriotisme humain. C'est-à-dire qu'il n'est pas forcément attaché à un état spécifique, mais plutôt à la terre. Pour lui, l'homme il est toujours plus heureux lorsqu'il vit sur la terre de ses ancêtres. C'est en quelque sorte un retour aux racines. Et en fait, ce 6e album vient après la guerre civile qui a déchiré le Mali l'année dernière. Donc, c'est vraiment un album qui célèbre
l'unité. Pourquoi l'appelle-t-on le griot blanc? Parce qu'il est manifestement pas blanc. Oui, il n'est pas blanc exactement, mais on l'appelle le griot blanc car en fait ça a été l'un des premiers à mélanger les musiques traditionnelles maliennes avec des musiques occidentales, notamment le jazz. Et par exemple, lorsqu'il chante l'amour, c'est lui-même qui le dit, il s'inspire d'Edith Piaf. On l'appelle également le griot moderne. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à briser les barrières qui séparaient en fait les différentes ethnies du Mali, et il fait une musique vraiment très fédératrice. Et ça a marché parce que cet artiste, et c'est l'un des plus demandés sur la scène internationale, il a joué dans de nombreux festivals internationaux comme le Paléo de Nyon. On va le voir bientôt là, juste pour terminer. Oui, bien sûr. En fait, il revient à Bamako le 4 avril. Eh ben, c'est très bien, on ira le voir. Voilà, merci David Gombin. On va se quitter là-dessus. C'est la fin du Culture Mag. Merci de votre fidélité. À demain, même heure, juste après, c'est l'info qui continue sur i24 News.